Bah écoutez, bonjour à tous. Bienvenue donc pour cet événement sur les villes innovantes et territoires durables. Avant de commencer, donc nous on est l'association Énergie 2050 qui avons coordonné cet événement. Bien sûr en partenariat avec le comité 21 qui nous accueille. Donc on tient à remercier bien sûr le comité 21. Comment? Ah non, c'est parce que... On nous entend pas? Bah j'ai demandé en fait, ils m'entendent apparemment, mais c'est pour ça. Hein? Je peux prendre les... Vous m'entendez ou pas? Non? Je prends le micro. Je sais pas. Non mais normalement on m'entend, mais bon. Bon bref. Voilà. Bon, bienvenue à cet événement. Donc, comme je vous ai dit, on est Association Énergie 2050. On a coordonné. On aura 3 intervenants aujourd'hui, dont moi. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole au coordinateur du programme Bâtiments et Construction Durable, qui va parler en anglais, mais qui va vous présenter un peu le programme des Nations Unies dans le domaine des bâtiments et de la construction et où on en est par rapport à ça. PK, would you... Thank you. Thank you for the introduction and thank you for being here. Just arrived from the airport. Very nice to see how the city has developed through the past couple of years. I have some slides if you can put those on. Maybe it's easier to share. So I was asked to tell about this 10-year framework programs, which is part of the Rio Plus 20 process on sustainable consumption and production, how the governments are implementing that into practice. And can go to the next slide already. That consists of 6 programs, started with the public procurement, consumer information, lifestyle education, tourism. To the previous, please. Okay, the previous. Can you put the previous slide? Previous. Avant. Avant. Au début. Voilà. And what we are doing together with Energies 2050 and other partners is looking at how buildings and construction can support these sustainable consumption and production patterns. We look at also from the how to procure, let's say, public buildings, how to provide consumer information about building products, how the tourism buildings can be made in a sustainable way, and how that affects into lifestyles. And then to the next one. We have the organization, the government of Finland from Ministry of Environment is leading this, and we do it together with RMIT University Australia, UNEP based in Paris, and World Green Building Council. And then we have 19 members covering governments, business organizations, NGOs, academia, and intergovernmental organizations. Next one. And the topics we are looking at, we look at how different policies can guide these activities, how we can provide affordable, sustainable housing in cooperation with local partners, how we can engage the capacity building in this project, how to do it in a resource efficient way, and looking at scalable, replicable solutions that we can then bring into new areas. Next one. The program is structured under 4 work streams. We look at the policy measures that can be brought, shared as good practices, developed elsewhere, which are the housing solutions that can be done, and how the whole supply chain can be harnessed in order to deliver sustainable built environment in order to reduce climate impacts. And then we had a cross-cutting theme on knowledge sharing and awareness raising. We do this thing within our, let's say, leads, co-leads, these MAC members, but also other partners. So we are looking for local clients, governments, developers with whom we can set up implementation projects, and we do it together with the other programs. We started the work a year and a half ago, and in the first phase, which is now closing by end of this year, we have prepared those implementation projects and have been disseminating information in different platforms, inviting new partners there. And for the next phase, we are going to look at which are the priority areas for the 2 years to come and how to prepare new ones, but also look at the impacts of this whole instrument. So we have been leading in this program the indicator task group, looking at how we assess the impacts of the program
And we hope when this instrument will close in 2022, there's something still remaining, like we hope to provide new structures for this sustainable consumption and production. Even though the program will finish, we hope that the work still continues. And some examples of the projects we have been preparing. So just two kinds of projects. These trust funds are grants we are giving to developing countries, emerging economies. We have 3 of them now up and running on construction policies in Colombia, social housing in India, and then assessment on affordable housing in Kenya, Burkina Faso, and Nepal. Each of these 3 are planned. They are for a year or two to run. That after that we can move on to the next site and continue the work. And then we have shortlisted 9 more. We had the call actually for this trust fund a year ago in COP21 in Le Bourget, and we got 108 proposals. And out of them we hope to get these 12 now running after the quality. But then we have bigger projects looking at how different actors in city environment, developers, city authorities together can look at solutions that meet the local conditions, and looking at how this capacity building can be brought into both, let's say, town planners, different actors, but also in academia and other educational platforms. And then what Energies 2050 is also involved in, that's on let's say, social housing. 6 governments in sub-Saharan Africa that are committed for that work. So this is what where we are at present. And for the next one, we have been sharing this information about our activities in different forums. Now we are here, and on Friday, if you have access to Blue Zone and are available in the afternoon, we look at, especially for the North Africa region, how to implement sustainable consumption and production practices there. In Quito, some weeks back, we had a networking event on sustainable housing. We have been also looking at the renovation aspects in Baltic areas, East Europe, and also the business models in developing countries. And then I think I have the last slide here to close with, is that should be one more slide. That anyway, it's coming or not. This is a team with whom we are working now. Actually, they have the 2-year mandate, so we will invite new members for this advisory committee, and then we can also have partners of the program with whom we implement these projects. So I'm here until Sunday, and if you have the interest, I'm happy to share with you more information about our program. So it was a short introduction to the program, and if there are any questions, we can also have it in French afterwards, if you like. Thank you very much, Pekka. Just to let everyone know that Thursday is the building day, building action day, and we will have a lot of events on buildings. If you want to come in the blue zone, in the green zone, I think we have another event together on Thursday too. So yeah, and thanks for coming, because you just get on from the plane from Helsinki, so it's very nice. On peut continuer avec peut-être une présentation. Vous pouvez parler en anglais si vous voulez, en français. Voilà, sur des solutions justement sur le bâtiment. Merci. Désolé, I don't speak English very well. Donc le groupe Brunet, en fait, son métier historique, c'est de construire des réseaux d'eau potable, d'eau usée. Donc moi j'ai participé à étudier, à construire, on va dire, des villes traditionnelles, et avec des réseaux, des infrastructures, avec des systèmes centralisés. Je ne sais pas si le film, on peut lancer le film, la petite vidéo, c'est pas celui-là, on va lancer. Actuellement on développe une start-up, Zest, comme zone d'expérience sociale et technologique. Et on pense peut-être, on a une société d'ingénierie où on travaille sur une ville complètement décentralisée, où les bâtiments sont intelligents et les bâtiments vont fabriquer leur eau. On a des techniques de prendre l'eau dans l'air, vont recycler l'intégralité de l'eau et vont remettre. Et donc on a fabriqué des systèmes de cubes de 60 par 60, comme ça, complètement modulaires. Et ce qui va permettre
on va dire, presque n'importe où sur la planète. Pôle Nord, c'est compliqué, mais de pouvoir bénéficier d'énergie, d'eau potable et de traitement des eaux usées en complète autonomie. C'est pas celui-là. Hein? Non, c'est pas celui-là. Donc ces techniques, c'est simplement, voilà, le cube. Alors ce cube-là, en fonction de la puissance et la quantité d'énergie que vous allez avoir besoin, on va en prendre 1, 2 ou 3. Ils s'intègrent et donc vous avez l'énergie et l'eau en qualité et en quantité. Donc ce cube-là, donc ça c'est un bâtiment complètement déconnecté des réseaux qui a 2 ans. C'est un programme de recherche qui a été mené avec le CEA. Il s'installe en une journée et il fabrique son eau potable et il est complètement déconnecté. Voilà. Donc ce qui est important de dire, c'est qu'on repart des usages, de besoins en fait au plus près, et on va regarder ce que la nature nous offre et on va essayer de conjuguer nos techniques de cube avec en fait on va faire une correspondance entre le besoin de l'usager, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin dans votre maison, et ce que la nature offre à proximité en matière, qu'est-ce qu'on a comme soleil, qu'est-ce qu'on a comme eau potable sous les pieds, et voilà, quels sont les milieux, comment le milieu naturel interagit avec les cubes, et on va essayer de doser les cubes avec l'usage. Voilà. Et ce qui évite de centraliser, pourquoi aussi on peut dire, vous savez tous peut-être qu'un bon réseau d'eau potable, c'est 50% de fuite. Et aussi les réseaux d'assainissement qui couvrent la planète, transportent les effluents, mais nous polluent tout puisqu'ils ne sont pas étanches. Donc la chimie et toute la pollution va être disséminée par les réseaux d'assainissement traditionnels. Donc c'est on va dire cette non-performance des réseaux d'eau et cette non-performance des réseaux d'assainissement qui nous a motivés d'aller sur des solutions, on va dire, plus smart. Et on peut donc travailler sur, on va dire, à l'échelle de la maison, mais on peut aussi imaginer de mutualiser ces cubes pour plusieurs maisons, si on veut être le plus percutant, le plus pertinent possible. Voilà. Donc c'est une start-up qui vient d'être créée, et on va créer ZES Maroc aussi pour le Maroc et pour l'Afrique. Et donc on travaille avec les laboratoires de recherche français, canadiens, suisses, et maintenant avec le Maroc aussi. Voilà. Merci, et s'il y a des questions. Donc pour l'instant, on travaille en recherche avec Canada, France, Suisse et Maroc. Et puis sur chacun de ces pays, on essaye d'avoir des démonstrateurs pour pouvoir croiser les expériences climat froid, climat tempéré à Grenoble et à Lyon, climat chaud au Maroc. Et donc on va essayer que les équipes et les expérimentations, on puisse croiser le retour d'expérience. Voilà. Mais pour l'instant, on est vraiment France, Maroc. Et puis on commence des projets au Togo, des projets au Sénégal qui sont à la phase d'études pour des dispensaires. En fait, c'est assez pratique, par exemple, pour les ONG, sur des dispensaires ou des écoles au niveau rural. Ça veut dire que le dispensaire, on a un problème, par exemple, aujourd'hui, un dispensaire qui est complètement fait au Togo en terre, mais qui n'a pas d'eau, pas d'énergie. Donc là, on arrive avec des cubes, et les cubes, on va pouvoir les assembler et les fabriquer sur place. L'ambition, c'est qu'on puisse fabriquer soi-même son eau et son énergie. Pour l'instant, on amène les cubes, mais comme c'est relativement simple, on pense produire directement au plus près. Bon, alors c'est du photovoltaïque ou de l'éolien ou de la biomasse. Voilà. Alors les cubes, pour l'instant, en fait, ils sont en aluminium pour éviter la corrosion, tout ça, etc. En aluminium, mais on peut imaginer demain des cubes en bois, c'est à explorer, etc. Le cube étant juste un support. Alors le business plan, c'est qu'en 2000, là, dans l'année qui arrive, on fait des projets pilotes, des projets des réalisations exemplaires.
Et après, l'idée, c'est de trouver dans chaque pays un réseau de distribution pour la maintenance, etc. Et de faire un réseau, de créer un réseau de distribution avec des partenaires sur le plan local. Et l'idée, c'est aussi d'adapter aux besoins. L'idée, c'est de repartir des usages et d'adapter ces cubes en fonction, parce que si, pour les tremblements de terre, par exemple, je pense que c'est vraiment une solution par rapport aux infrastructures qui vont être démolies. Là, on amène en 1 heure. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'un enfant de 12 ans peut l'assembler. C'est-à-dire que c'est une connectique très simple. On n'a pas besoin d'expertise pour avoir de l'énergie et de l'eau. Voilà. Qui facilite aussi la maintenance. Voilà. Bon, merci. Je sais pas si je... Il n'y a plus personne. On va juste faire un petit mot pour clôturer et puis après c'est... Alors, juste un petit mot pour clôturer. To close the debate because, well, obviously there's no one. And to say thank you. Cet événement a été organisé dans le cadre aussi de notre... parce que l'association Énergie 2050 a cofondé avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable une initiative de la francophonie pour des villes durables. L'initiative de la francophonie pour des villes durables, en fait, si vous regardez, on va très rapidement passer les diapositives, mais c'est une initiative qui vise à mutualiser en fait les savoirs dans la ville et surtout à avoir une réponse systémique aux différentes problématiques de la ville. C'est-à-dire que les différentes problématiques, on a parlé, on a l'eau, hein, on a parlé de l'eau, on a parlé d'un certain nombre de choses. Avec le SBC, notamment avec ONU Habitat, on travaille sur un projet sur l'habitat social, parce que la ville c'est aussi une ville à vivre avant tout. Et donc on travaille sur ces différentes solutions dans chacun des secteurs pour assembler le puzzle et faire que la ville aujourd'hui soit plus durable. Et cette approche systémique, ce besoin de mutualisation des savoirs, de partager les savoirs et de mutualiser en fait les actions au niveau des villes, qui est à l'origine en fait de la création de cette initiative de la francophonie pour des villes durables. Si on peut passer à leur table. Bon, ça c'est un peu ce que je viens de vous dire. Sachant qu'en mutualisant en fait les actions, on a également un accès plus facile au financement. Aujourd'hui, on a souvent, notamment dans les villes d'Afrique, qui aujourd'hui accueillent 40 000 personnes par jour. Et ça continuera, 40 000 personnes supplémentaires par jour, et ça continuera jusqu'à au moins 2025. Ça, c'est les chiffres d'ONU Habitat. On a besoin de solutions qui soient adaptées, mais qui soient aussi dans les contraintes de la croissance démographique et des croissances urbaines africaines et dans d'autres pays. Et aussi dans les contraintes financières, parce qu'aujourd'hui, on a souvent des moyens qui sont sous-dimensionnés par rapport à la pression qui s'exerce sur les villes. Donc c'est un peu l'idée de cette initiative qu'on a cofondée donc avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Et le but, c'est justement de comment on va rendre dans chaque ville en fait les initiatives qui sont menées transposables à d'autres villes. Parce que vous savez que si on est dans une ville africaine, même entre deux villes africaines, les problématiques seront peut-être les mêmes, c'est-à-dire l'habitat, le transport, l'énergie, etc., les infrastructures sur l'eau justement. Mais elles seront différenciées en fonction des villes. Et donc le but, c'est d'avoir cette approche en forme de puzzle où on va essayer d'assembler pour chaque thématique les solutions qui permettent d'arriver à une grande durabilité en fonction de l'état de la ville et en fonction des moyens dont on dispose. Donc si vous regardez la prochaine slide, on a déjà, ça c'est les 5 principes de l'initiative de la francophonie pour la ville durable. Fédérer, mutualiser, comprendre et partager les savoirs comme j'ai dit. Mettre en œuvre des programmes d'action à la carte, c'est-à-dire adapter les solutions à la ville. Financer la ville inspirée finalement, mais tout ça c'est en mutualisant et en présentant un programme d'action concret. Et renforcer les capacités d'agir en faisant notamment de la sensibilisation, en faisant du renforcement de capacité. C'est-à-dire que dans cette initiative, on essaie d'impliquer l'ensemble des acteurs et on essaie de voir par exemple comment l'architecte va intégrer la problématique énergétique dans son domaine, comment l'ingénieur lui va intégrer la contrainte de l'urbanisme dans son travail. Tout ça, c'est des questions qu'on pose et qui doivent nous permettre d'arriver justement à cette approche systémique de la ville. Et la ville, c'est un autre avantage, c'est on a généralement un certain nombre de domaines d'action, de prérogatives d'action qui permettent justement de mettre en œuvre des stratégies adaptées à l'échelle locale plus facilement que si les stratégies sont mises en place à l'échelle nationale. Et c'est aussi
c'était aussi l'idée, cette idée de bottom-up, cette idée d'approche ascendante, c'était aussi l'idée qui a régi les négociations climat au niveau international avec les CPDN, avec ce genre de choses, donc faire remonter par le bas les initiatives. Si on passe à la dernière slide, dans le cadre de ces initiatives, on a organisé déjà pas mal de choses, notamment en collaboration avec le programme Bâtiment Construction Durable des Nations Unies et en tant que membre du comité directoire de ce programme. On a mis en place un certain nombre de choses, des formations en Afrique, notamment à l'école africaine de l'architecture et d'urbanisme, sur l'architecture bioclimatique, sur les énergies renouvelables, l'intégration des ENR dans l'environnement urbain. Ces formations, c'était aussi bien pour les professionnels africains de l'environnement construit que pour les étudiants de cette école qui est niveau master. On a des projets pilotes qui sont inscrits dans cette initiative. On a eu des workshops, des ateliers un peu partout. Et l'idée, voilà, c'est de créer cette émulsion, c'est d'intégrer les différentes initiatives parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, et notamment via la promotion du savoir-faire local ou via des nouvelles technologies. Il faudrait qu'on regarde plus à même pour voir comment elles s'adaptent au contexte africain ou au contexte des pays francophones. Et voilà, et donc cette initiative qui est à la base pour les pays francophones, pour lui donner un axe d'intervention, le but c'est qu'elle s'étende évidemment sur l'ensemble des territoires et qu'on approche une réponse, qu'on apporte une réponse systémique aux problématiques de la ville, et notamment les villes d'Europe ou du monde occidental où il y a une transition, notamment rénovation du bâtiment, et les villes d'Afrique qui elles sont en train de se développer de façon exponentielle et où on aura une multiplication du parc de bâtiments par 4 voire 5 d'ici 2050. Quelle réponse on peut apporter? C'est le but de cette initiative, donc transposer en fait tous les défis en opportunités d'agir et en stratégie qui soit globale. Et ça, on le fait évidemment en collaboration avec le programme des Nations Unies, donc programme 4 décennal, et en collaboration avec d'autres initiatives comme le GIREC ou le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a d'autres initiatives spécifiques au bâtiment. Et voilà. Et c'est dans ce cadre-là que ça nous intéressait surtout d'accueillir donc un événement sur les villes. Encore une fois, il y aura beaucoup d'événements durant la COP22 sur lesquels on va pouvoir se retrouver, mais c'était intéressant de débattre. Merci beaucoup d'être venu. Thank you, Pekka, for coming here. I know that you have some business to do with the Finnish government, so if you want to go, you can go, and we can close the session.